C'est Allez, bon, parfait. parfait. Comme ça, on pourra le mettre sur notre chaîne YouTube. Et Florent, ouais, c'est normal que vous nous voyez juste en visio. C'est le format du coup webinaire de Zoom où du coup on voit que les panélistes. Du coup, bah, bienvenue tout le monde pour ce nouvel épisode des Voix de l'océan. Donc ce soir, on va parler de quand les sportives font de l'océan leur terrain d'engagement. Donc c'est un nouvel épisode de notre série de webinaires qui s'appelle Les Voix de l'océan. Et donc ce soir, c'est un épisode un petit peu spécial entre Women for Sea et Vent debout. Donc aujourd'hui, pour moi, je vais juste présenter un petit peu la partie Women for Sea. Je regarde le chat en même temps. Ok. Du coup, pour un peu représenter pour les personnes qui ne connaissent pas l'association, donc on est une association de loi 1901 et on rassemble, accompagne et visibilise les femmes qui s'engagent pour la mer. Donc on a une grande communauté aujourd'hui de plus de 350 femmes et on porte des projets en interne et avec cette communauté pour créer un monde plus égalitaire et respectueux du vivant avec notre ADN qui est le Feel, Learn, Act qu'on retrouve un petit peu dans tous nos projets. On a trois grands objectifs. Le premier, c'est de connecter et de rassembler les femmes pour s'affirmer et agir ensemble. Donc ça, c'est au sein de notre communauté. Déclencher un nouveau rapport à la mer pour mieux la protéger et influencer la gouvernance pour un monde plus égalitaire et respectueux du vivant. Comme je disais, on a une grosse communauté aujourd'hui partout en France. L'association existe depuis un peu plus de 10 ans et elle s'est construite au fur et à mesure d'aventures, on va dire, 100% féminines, à la fois des expéditions, des tables rondes, des incubateurs, etc. Et aujourd'hui, voilà, toute cette communauté, elle est partout en France et on a envie de rassembler et d'agir avec toutes ces femmes-là. Et en partie, un des objectifs de cette communauté, c'est de visibiliser ces femmes qui nous rejoignent et ces femmes qui s'engagent pour la mer. Et une des façons de visibiliser et de donner la parole à toutes ces expertes et toutes ces femmes qui s'engagent, c'est à travers ce webinaire et cette série de webinaires qu'on a créé, donc qui s'appelle Les Voix de l'océan. Donc aujourd'hui, c'est le troisième épisode. Et l'idée, voilà, c'est à chaque épisode, amener un sujet lié au milieu marin et justement donner la parole à des femmes qui sont expertes sur ce sujet-là. Et donc ce soir, je suis ravie de collaborer avec Clotilde de Vent debout, qui fait partie de la communauté Women for Sea depuis un petit moment et qui est une des personnes les plus pertinentes pour parler du sujet, pour animer le sujet dont on va parler ce soir qui est, voilà, quand les sportifs font de l'océan leur terrain d'engagement. Et je laisse la parole à Clotilde pour présenter un petit peu Vent debout et puis ce webinaire. Très bien, merci beaucoup, Louise Océane. Enchantée, bienvenue à tout le monde. Donc, moi, c'est Clotilde. Louise Océane l'a évoqué. Je suis une Woman for Sea. Depuis 1 an et demi, j'ai eu la chance de participer à l'Odyssée des possibles. Et à côté de ça, j'ai notamment fondé donc un podcast, Vent debout, qui est également un petit média en ligne avec des articles et on fait également des événements, tout ça pour essayer de créer du lien entre le monde du sport et les milieux plus militants et activistes, avec toujours en tête de questionner nos pratiques sportives contemporaines au regard des urgences, urgences écologiques mais aussi sociales. Vraiment de questionner en quoi le sport aujourd'hui peut évoluer et aussi se transformer à partir de ce qu'on vit au niveau de la société. Et donc, je suis ravie d'être là sur ce panel. On a la chance d'accueillir trois merveilleuses sportives qui vont se présenter dans un instant. Peut-être revenir un petit peu sur le sujet. Pourquoi parler des sportives aujourd'hui? Alors, c'était avant tout pour tester si le sujet du sport, il n'y avait toujours pas une overdose après les Jeux, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais justement, on se disait, bah, ça fait une bonne continuité pendant les Jeux olympiques et paralympiques. On parle d'événements, on parle de médailles, on parle de performances, on parle de belles réussites, mais c'est vrai que souvent les sujets un peu plus politiques, les sujets un peu plus alternatifs, on les omet un petit peu parce que c'est pas forcément le moment pour ça. Et on l'a vu pendant ces Jeux, l'été était plutôt à la fête
qu'aux questions sur les questions environnementales. Et donc là, voilà, on a refermé la parenthèse des jeux. Et donc se repose la question de comment on recrée du lien, ou en tout cas on continue de créer du lien entre ce qu'on vit et le milieu du sport. Et il s'avère que dans le milieu du sport, il y a de plus en plus d'athlètes qui prennent la parole sur des sujets, quels qu'ils soient. Ce soir, on va parler de l'océan, mais il y a d'autres sujets qui tiennent à cœur de nombreux sportifs. En montagne, on a l'habitude de parler parfois de sentinelles du climat aussi, pour aussi analyser le fait de dire bah, les sportifs sont constamment en montagne et voient dans leur quotidien la transformation de la montagne. Et bah, on trouvait intéressant de se poser la question de la même manière. Est-ce que, mesdames, qui êtes dans votre quotidien au contact de l'océan, eh bien, vous aussi, vous voyez ce qui le chahute, le traverse et actuellement, notamment dans un contexte de dérèglement climatique. Voilà, j'ai un peu posé les termes de ce soir, sachant qu'on est vraiment dans un... Je pense, et en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'a construit. On n'est pas dans un débat, on n'est pas là à poser une question et à essayer de répondre à tout prix. On est vraiment dans un webinaire témoignage dont l'idée est vraiment de pouvoir échanger les unes avec les autres. Donc, surtout, n'hésitez pas, à vous qui nous écoutez aussi, d'utiliser le chat ou les questions-réponses. Sachant qu'on a 1 heure et demie et que globalement, on va un petit peu discuter, nous lancer la conversation pendant une petite heure et vraiment se garder 30 minutes de questions-réponses avec vous pour qu'il y ait un maximum d'interaction également et qu'on puisse répondre à vos questions. Voilà. Donc, si ça vous va, peut-être, Louise Océane, de nous mettre en grand et d'accueillir. Voilà, super, on vous voit. Bah, déjà, bienvenue à nouveau, Azénor, Marie, Flora. Alors, vous êtes toutes les trois de disciplines sportives différentes. On a du wingfoil, on a du surf, on a de la voile. Je ne vais pas forcément vous présenter, je vais vous laisser vous introduire avec un petit peu une question en parallèle. À la fois, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu donc la sportive que vous êtes, raconter peut-être ce qu'est votre sport parce qu'il c'est pas forcément connu pour tout le monde. Alors le surf un peu plus, mais voilà, en tout cas de préciser un petit peu votre discipline, ce qui a fait, quel est votre attachement à cette discipline et surtout quel est votre attachement à l'océan ou votre lien à l'océan. Et là-dessus, je laisse la première qui ouvre son micro commencer. Voilà, Marie. Je peux me lancer. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Et alors moi je m'appelle Marie Chauchet, je fais du surf du coup. J'ai commencé quand j'avais 3 ans. Là je me trouve à Walidia au Maroc et c'est ici que j'ai commencé. Alors moi de base je suis originaire du Pays Basque, mais j'ai mon parrain du coup qui a ouvert la première école de surf ici au Maroc. Et du coup depuis toute petite j'y vais chaque été, j'y passe un mois en famille, etc. Et donc c'est idéal parce que c'est un lagon, c'est une véritable piscine à vagues, vous enfez pied, etc. Ça filtre naturellement la houle. Donc c'est comme ça que j'ai découvert le surf. Et puis après au Pays Basque, c'est vrai que on a la chance de grandir dans cet environnement entre montagne et océan. Et donc naturellement, après j'ai poursuivi autour de mes 10 ans. J'ai commencé la compétition en longboard autour de mes 15 ans. Et voilà, et aujourd'hui, ben, j'ai quelques titres de championne de France en longboard espoir, en universitaire. Et en parallèle de ça, j'ai ce lien aussi à l'océan à travers la pratique du sauvetage côtier que j'ai fait aussi en compétition à partir de mes 15 ans. Donc c'est pas une discipline très très connue, le sauvetage côtier. C'est beaucoup plus connu en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud. Mais pour faire très simple, c'est un sport qui regroupe de nombreuses disciplines, donc que ce soit la course, que ce soit la nage, que ce soit la rame, qui est à la fois en équipe et à la fois individuelle, avec une saison en piscine l'hiver, une saison en mer l'été. Moi, je t'ai spécialisée sur du côtier parce que bon, voilà, je suis pas très bonne en piscine en intérieur, mais en extérieur, effectivement, du coup, je faisais des compétitions enfin, ma spécialité, c'était le sprint sur sable, donc un peu plus, un peu moins aquatique, mais voilà, j'avais 4 titres de championne de France aussi dans cette discipline, 2 titres au niveau européen, et voilà, du coup, mon lien avec l'océan, c'est ça, et après, que j'ai pu poursuivre au niveau de mes études, puisque là, je viens de clôturer un master à Sciences Po Bordeaux en transition écologique. Donc voilà, ça faisait le lien aussi avec l'environnement et je viens de finir mon stage au Conservatoire du Littoral. Donc voilà, ce qui me permettait aussi d'allier ma passion pour l'océan et en même temps pour mes études avec l'environnement. Voilà, merci beaucoup. Laura, je te passe le bâton de parole. Merci.
Bah, Flora Arsner, merci pour cette invitation et pour avoir l'opportunité d'échanger avec Marie et Azenor que je ne connais pas encore, mais voilà, j'ai hâte. Donc Flora Arsner, moi je fais du wingfoil. Peut-être que tu parlais de moi quand tu disais un sport que peut-être tout le monde ne connaît pas. En effet, le wingfoil, c'est un sport assez récent. C'est un sport nautique, donc un peu à la croisée entre le kitesurf et la planche à voile. Moi, je viens de la planche à voile à la base, que je pratique depuis que je suis toute petite. Et donc le wingfoil, ça se compose d'une aile gonflable qu'on tient dans les mains, d'une planche et d'un foil qui du coup est sous l'eau et permet à la planche de se soulever au-dessus de l'eau. Et donc on peut faire enfin, du wingfoil sous plein de formes. On peut tout simplement se balader, on va dire, en wing sur l'eau. On peut Laura, est-ce que tu peux aussi, reprendre parce que en compétition, on fait donc du donc en gros de la baisse. On peut aussi faire ta connexion, à mon avis, a un petit peu sauté. j'ai pas une bonne connexion. Non. Moyen. Bah, je disais que le vol, pas me dire. J'ai pas la wifi, je suis en partage de connexion. Euh, donc on peut faire du slalom, du freestyle et de la vague. Et, euh, et voilà, moi j'ai la chance d'être née et d'avoir grandi au bord de la mer Méditerranée, à Hyères. Donc ce lien à l'océan aussi, il vient de toute petite. J'ai cette chance-là et j'ai toujours été fan de sport outdoor et notamment de sport nautique. Et aussi, en l'occurrence, j'en ai fait mon métier derrière, puisque je travaille depuis 7 ans sur les sujets de préservation de la biodiversité marine et côtière. Donc j'ai j'étais chargée de projet marin en réserve naturelle. J'ai travaillé pour des gros organismes type Commission européenne, le PROE, c'est un peu un peu comme l'ONU du Pacifique sur les questions marines et environnementales. Je travaille en centre de recherche aussi marin sur les coraux. Et voilà, et puis j'ai eu donc cette carrière sportive ces dernières années, et là depuis quelques mois j'ai mis en pause les compétitions et je suis en train de reprendre un peu mon boulot de consultante, et notamment aussi sur la préservation du milieu marin. Et voilà, et moi le sport c'est quelque chose enfin le haut niveau c'est quelque chose qui arrive un peu, on va dire, en deuxième partie de carrière, et du coup ça a été une opportunité pour aussi parler d'environnement. Voilà. On y reviendra. Et en effet, le haut niveau arrivait en milieu de carrière, enfin, en deuxième partie de carrière, mais tu as accumulé aussi quand même beaucoup de titres, Oui, j'ai oublié de le dire, ouais. euh, quand même J'ai dans ta discipline. eu C'est vrai, merci. J'ai eu le titre de championne du monde en 2022 de wingfoil. Donc, il y a un tour mondial, il fallait faire 5 étapes en race, troisième mondial en freestyle. J'ai gagné aussi la première étape de vague qu'il y avait eu au Brésil à ce moment-là, championne d'Europe. Et j'ai à peu près une vingtaine de titres internationaux en wingfoil. Et j'organise aussi un événement qui s'appelle la Roca Cup, qui est un événement qui a pour but de lier sport, écologie et inclusion. La prochaine édition, c'est du 4 au 6 avril 2025. On en reparlera peut-être. Ouais, sûrement. On va sûrement en reparler un peu plus tard. Merci. Azénor, à ton tour. Bonjour et merci pour l'invitation. Euh, je m'appelle Azénor et je fais de la voile depuis 2022 et je suis semi-pro du coup depuis novembre 2023. Et donc je prépare une course au large, donc la mini transat. Mais par contre, je suis pas du tout de ce milieu-là depuis longtemps. J'ai vraiment commencé la voile en 2022 sur un petit trimaran que j'ai récupéré, et que j'ai retapé puis remis à l'eau. Donc j'ai commencé assez tardivement, mais ça a toujours été quelque chose qui m'attirait beaucoup. Enfin, j'ai grandi au bord de l'eau, à côté de Lorient, et je voyais les bateaux de course partir tous les jours, et ça me vendait vraiment du rêve. Et c'est que du coup en 2022 que j'ai décidé de faire la traversée de la Méditerranée et de l'Atlantique pour rejoindre les Antilles, et c'est là-bas que je me suis lancée du coup dans la course au large. Voilà. Et du coup, bah, mon rapport avec la mer, bah, c'est que j'ai grandi à côté de l'eau, vraiment au bord de la mer, et que j'ai toujours eu un énorme attrait pour ça. Enfin, je passais beaucoup de temps à nager ou même à courir sur les rochers. Je sais pas, c'est un lien intime depuis toute petite. Voilà. Ah, on a perdu Clotilde, du coup. Bon, euh, elle va peut-être se reconnecter. Mais du coup, Azénor aussi,
Parce que du coup, je connais aussi ton parcours. Tu prépares quand même la Mini Transat de 2025 et tu viens quand même de faire un sacré périple avec ton voilier. Je pense que tu peux aussi peut-être en parler. Enfin, aussi dans du coup, dans ta Oui. démarche de protection de l'environnement, etc. Je pense que c'est intéressant de le mentionner. Ouais, bah, du coup, la plupart des bateaux, suite au mini, enfin, en course de mini transat, là, la course se termine en Guadeloupe et tous les bateaux rentrent sur cargo. Et du coup, dans une démarche environnementale et aussi pour le défi nautique, j'ai décidé du coup de ramener mon bateau à la voile. Et donc, sur tous les recensements, il me semble être la première femme à l'avoir fait. Et on est moins de 10 navigateurs à avoir ramené nos bateaux dans l'histoire de la classe mini. Donc, voilà. Donc, je n'ai pas de prix pour ça, mais je suis quand même assez fière de l'avoir fait. Alors, je suis désolée, j'ai pas entendu. De mon côté, j'ai pas entendu ta réponse, mais pourtant, je suis pas en partage de connexion. Petite déconnexion de mon côté. J'espère que ça va pas recouper. Euh, donc, j'ai pas pu entendre. Donc, du coup, je suis pas du tout en rebond sur ce que tu viens de dire. Excuse-moi. Ok, Donc, je vais quand même enchaîner pas de avec souci. la prochaine question que j'avais préparée pour vous. Je voulais un petit peu vous poser la question parce que on va dire, dans la méthodologie des Women for Sea, il y a cette notion donc de feel, learn et act. Et je voulais un petit peu repartir de ça, de cette notion du feel. On parle d'être les voies de l'océan, ça a quelque chose quand même d'assez onirique, même comme manière de penser, justement, le fait de le lien à l'océan. Et donc moi, j'avais envie de vous entendre peut-être s'il y a un moment fort ou voilà une anecdote qui est liée entre votre sport et un moment que vous avez pu vivre avec l'océan et qui fait qu'aujourd'hui, vous utilisez de votre notoriété, vous utilisez de votre image de sportive pour justement euh, essayer d'agir sur les sujets qui perturbent l'océan actuellement. Bah, du coup, je rebondis là-dessus parce que bah, ce matin, j'ai fait une petite sortie en mer et du coup, je me suis retrouvée au milieu des dauphins communs, etc. Et c'était quand même un moment super fort, hyper émouvant. Ça m'est arrivé plusieurs fois en surfant, enfin, en Galice, une fois de me retrouver vraiment avec un dauphin pareil qui sortait à 2 mètres de moi et hyper impressionnant, hyper émouvant. Et ça m'est arrivé aussi au Pays Basque. C'était improbable, un 24 décembre, eau qui était vraiment en grise, qui donnait pas du tout envie de se mettre à l'eau, personne à l'eau, assez hostile. Et je me suis retrouvée avec un phoque qui est sorti pareil, à 5 mètres de moi. Et je pense, je dirais, c'est ces belles rencontres-là. Et voilà, les couleurs de l'océan aussi, les sessions au coucher de soleil, les moments partagés aussi avec les amis qui m'entourent. Voilà, enfin, je pense que c'est un bel environnement à préserver. Oui, et ben, pour rejoindre un peu ce que tu disais, Marie, moi j'ai eu un peu ces mêmes retours-là en faisant ma traversée du coup de l'Atlantique, là, la traversée retour. J'ai été vraiment gâtée par la mer. Enfin, j'ai des conditions assez intenses, assez physiques, mais j'ai eu la chance de voir bah, du coup énormément de dauphins tout le long de ma traversée, quasiment après 6 jours, être partie de Guadeloupe. À partir des 6 jours, tous les jours, j'avais des dauphins. Et j'ai vu bah, des rorquals, j'ai eu la chance de voir des orques et que tout se passe très bien. J'ai vu des requins, énormément de méduses. Vraiment, j'ai été hyper gâtée et je me dis, enfin, j'avais déjà cet engagement-là avant de partir, avant même de commencer mon projet et d'avoir mon propre bateau. Mais, euh, mais ça m'a donné d'autant plus envie justement de propager un message d'engagement pour la préservation des océans et d'en parler le plus possible, quoi, et de faire une forme de coalition autour de ce sujet-là. Moi, je sais pas trop quoi répondre parce que j'ai l'impression que depuis toujours, depuis toute petite, j'ai toujours voulu travailler pour la protection de la nature et j'ai toujours eu ce lien à la mer très fort. Donc, je saurais pas dire. Je pense pas qu'il y ait en tout cas un élément déclencheur. J'arrive pas à le voir en tout cas. Mais par contre, c'est vrai que à chaque fois que je suis à l'eau, en wing, ça me fait quelque chose d'hyper fort où je me sens connectée, je me sens bien avec cet élément, avec l'eau, avec le vent, avec les vagues quand on en a un peu en Méditerranée. Et voilà. Et donc, enfin, je me posais la question, votre engagement, est-ce que disons, aujourd'hui, il y a plusieurs manières de s'engager.
et notamment pour l'océan. Et en préparant le webinaire, je me suis un petit peu là remis sur les actualités aujourd'hui. Clairement, les sujets sont là, importants. Il y en a beaucoup. On parle beaucoup de l'océan, que ce soit à cause des canicules marines qu'on a eues tout l'été, que ce soit à cause de la pêche qui recommence notamment avec le Japon et justement les baleines. Et on parle des voix de l'océan, mais Paul Watson est en prison, et il faut peut-être le rappeler depuis 1 mois et demi. Et pour le moment, on n'en voit pas le dénouement. Bref, les sujets aujourd'hui sont bien présents. Euh, et du coup, je me pose la question, est-ce que vous, il y a des sujets en particulier sur lesquels, en fait, vous vous dites de toute manière, on ne peut pas agir partout, et donc, vous, voilà les sujets sur lesquels vous travaillez particulièrement, et est-ce qu'ils ont un lien avec votre sport? Et ça, je pense que c'est un point assez essentiel, c'est-à-dire que souvent, on va voir les sportifs, notamment en montagne, et Flora, on en a déjà discuté ensemble, cette idée de se dire, bah, en montagne, on voit la neige qui disparaît, on voit les conditions se transformer. Est-ce que c'est la même chose pour vous quand vous pratiquez? Est-ce que vous voyez en fait toutes ces conséquences du dérèglement climatique sur l'océan? Et si oui, est-ce que du coup c'est ces sujets-là qui vous prennent au trip particulièrement ou pas nécessairement? Bah, moi, je sais que par exemple, en haute mer, on voit quand même beaucoup de déchets et bien plus que ce que je pouvais penser. Et c'est assez dramatique pour le coup. Et après, ça fait quand même pas longtemps que je navigue et que je fais de l'offshore. Mais pour tous les groupes que j'ai pu avoir, les marins avec qui j'ai pu en parler, et qui a du coup une conscience écologique, parce qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas. Et pour ceux qui l'avaient, il y a vraiment ce retour de la mer change, les navigations sont plus les mêmes, du coup les vents sont plus établis du tout de la même manière, les systèmes météo changent beaucoup. Et c'est des retours de personnes qui naviguent depuis des dizaines d'années et qui ont vraiment un retour assez alarmant. Et effectivement, enfin, en tout cas, de leur retour à eux, il y a vraiment un changement. Moi, personnellement, je ne peux pas trop le démontrer, mais, euh, mais voilà. Bah, c'est vrai qu'en tant que surfeur, nous, on passe quand même beaucoup de temps dans l'eau. Donc, que ça soit l'exposition à enfin, la qualité de l'eau qui est souvent un peu médiocre, pour pas dire déplorable. Donc, bon, on empathie déjà sur la santé, etc. On voit effectivement la problématique des déchets aussi. Après, tout ce qui va être conséquence du changement climatique, donc l'apparition d'algues vertes, par exemple, l'apparition de méduses aussi dans une région qu'on ne connaissait pas forcément. Le fait qu'on voit aussi que les espèces, parce que bon, en tant que surfeur, on passe aussi un peu de temps en snorkeling, etc. On voit que certaines espèces sont beaucoup plus rares, d'autres apparaissent au contraire. Après, ça peut être aussi, enfin, en termes de pression anthropique, on va trouver aussi des mammifères marins qui vont être échoués sur les plages. Enfin, petite, je me souviens que je me faisais engueuler par mes parents parce qu'on jouait avec le mazout sur la plage à la suite des marées noires. Donc oui, on les voit ces conséquences. Et pareil sur tout ce qui est érosion aussi, érosion du trait de côte, etc. Bah ouais, les plages disparaissent, ça transforme aussi des spots de surf. Euh, Bah, chez les surfeurs, il y a un peu enfin, cette double attitude. D'un côté, on va être assez lanceur d'alerte. Donc voilà, je pense que tout le monde connaît l'association Surfrider, qui a été quand même fondée assez tôt, etc. Parce qu'on est des témoins directs en fait de ces changements-là. Et d'un autre côté, ben voilà, enfin, notre sport introduit aussi d'autres pressions. On va être un peu en dissonance cognitive avec certains, certaines attitudes, on va dire, mais peut-être qu'on en parlera plus tard aussi. Bah, pour rebondir sur ce qu'a dit Marie et Azénor, et tu l'as très bien souligné, Clotilde, je trouve que bah, nous, ici, autour de on va dire, la table, on a, je pense, cette sensibilité-là et peut-être cette attention au changement. Après, je trouve que parfois, quand on essaye d'en parler avec le grand public, c'est vrai que ce sont des sujets qui vont être moins visibles que le fait qu'il y ait moins de neige en montagne, par exemple. Et, et c'est vrai que là, tu vois, on est sorti d'un été ici en Méditerranée où il y a des canicules marines catastrophiques avec des eaux régulièrement à plus de 30 degrés. Et ça, c'est des vrais incendies sous-marins qu'on voit pas, qui ont des conséquences désastreuses sur la Posidonie, sur les gorgones en Méditerranée. Hein, c'est des coraux mous et il y a des mortalités extrêmement importantes. Et donc, il y a toutes ces pollutions, on va dire, un peu invisibles, enfin, ces pollutions, ces impacts, pour le coup, un peu invisibles, euh,
tu le disais, Marie, la qualité de l'eau. Enfin, ici, sur la côte d'Azur, on est sur une zone hyper artificialisée. Donc, quand il pleut, il y a tout qui va dans la mer. On se retrouve avec des plages qui sont régulièrement fermées, et puis des otites, etc., pour certains à répétition. Par rapport à ça. Après, c'est compliqué des fois, c'est de montrer le lien. Puis après, il y a ce qu'on voit, donc les macrodéchets, euh, à savoir que 80% des déchets qu'on voit en mer viennent de la terre. Et parmi eux, il y a 80% qui sont des déchets plastiques pour les macroplastiques. Donc c'est vrai que nous, pareil, on va se prendre des déchets dans le foil, en compétition, ça arrive régulièrement de tomber parce qu'on se prend un plastique dans le foil, quoi. Idem pour les algues. Pardon, dans les Antilles, ça va être les sargasses. Et, mais par contre, je trouve que c'est pas forcément évident d'aller expliquer ce lien-là auprès du grand public. Et bah, ce sera peut-être aussi l'objet de cette discussion. Mais et puis, en effet, les aspects climatiques, ou d'un point de vue, comme tu le disais, Azénor, enfin de vent ou de thermique, on n'a plus du tout les mêmes. Enfin, voilà, les mêmes thermiques qu'avant. Quand tu écoutes les anciens, l'été, tous les étés, il y avait du vent. Maintenant, c'est plus forcément le cas. Enfin, voilà. Mais après, aller montrer ce lien-là, expliquer que ça vient des activités humaines, voilà, c'est pas toujours évident. Ouais, ça me rappelle une discussion que j'ai eue avec Arthur Levaillant dans Debout, dans le podcast, qui nous racontait que justement, alors moi je navigue pas. Je sais que la communauté Women's Farsi sera probablement beaucoup plus alerte que moi sur le sujet, mais en tout cas que globalement il était beaucoup plus dur qu'avant de battre des records dans la voile, malgré en fait les avancées technologiques des bateaux ou le fait que les bateaux aillent plus vite. Et en fait, vu que les vents changent, globalement, il est voilà, de plus en plus difficile aujourd'hui, en tant que sportif, du coup, de battre des records qu'avant, on pouvait plus facilement battre. Euh, je ne sais pas si Aznor, tu veux rebondir ou pas, c'est pas du tout obligatoire, mais donc on voit bien que finalement, entre dérèglement climatique et vous, votre pratique même, finalement, il y a quand même pas mal d'impact. Et tu l'as évoqué même, Flora, finalement, avec le plastique. Et la- tu l'as évoqué de manière assez généraliste, mais tu es déjà tombé, enfin je le sais, c'est pour ça que je le répète, il t'est déjà arrivé justement de tomber en compétition à cause de plastique qui s'était bloqué dans ton foil. J'ai fait des contre-performances à cause des plastiques, mais je suis loin d'être la seule. Et là, il y avait donc le kitesurf foil pour la première fois était aux Jeux Olympiques à Marseille cet été. Lauriane Nolo, donc qui a fini deuxième, mais qui a fait une super saison en étant donc la française première toute l'année sur toutes les étapes de Coupe du Monde, a perdu, je sais, une manche, voire peut-être plusieurs, mais en tout cas, j'ai entendu prendre la parole sur une manche à cause de plastique. Dans la baie de Marseille, quoi. Donc, en termes de performance aussi, là-dessus, ça joue sur les macro-déchets. Ouais, effectivement, sur la pollution, bah, tu parlais tout à l'heure des sargasses aux Antilles. C'est vrai que c'est beaucoup à la voile. Nous, c'est pas dangereux, mais c'est pénible parce qu'il y en a vraiment énormément et qu'on se les prend tout le temps. Et là où il y a une grosse pollution, où là, c'est aussi impactant, bah, plus pour les voiliers, du coup, aux Antilles, c'est tout ce qui est DCP et les casiers qui sont non déclarés et qui sont bah, ultra polluants parce que déjà, c'est pas vraiment des bouées. Enfin, c'est pas comme on peut retrouver, en tout cas, en Bretagne, avec des vraies bouées où c'est balisé et on les voit. C'est des vieilles bouteilles en plastique qui flottent, qui sont souvent oubliées et qui du coup deviennent des déchets qui partent au large. Et les DCP où là, enfin, si je me prends dedans, ça casse bah, mon bateau, enfin, ça se prend dans ma quille et ça casse mon bateau. Et c'est une réelle hantise pour moi. Enfin, quand je m'entraînais aux Antilles, c'est une hantise de me prendre un DCP ou un casier et de tout péter, quoi. Et Est-ce c'est que tu peux enfin, c'est plus préciser que déplorable, quoi. DCP? Est-ce que tu peux préciser C'est des DCP pour les dispositifs de personnes non... Oui, pardon. C'est des dispositifs de pêche qui sont, enfin, c'est vraiment des très très gros dispositifs où ça amasse énormément de poissons, tu vois, oui, sur la plupart du temps, c'est des poissons, mais pour la pêche, quoi. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais se prendre dedans, ce n'est pas une bonne chose, en tout cas pour les voiliers. J'imagine. Et donc, enfin, là, c'est vrai qu'on parle un petit peu des sujets qui vous touchent ou voilà, que vous avez pu percevoir. Concrètement, vous, donc c'est vrai que ce webinaire s'appelle donc quand les sportifs font de l'océan leur terrain d'engagement. Euh, Concrètement, du coup, qu'est-ce que vous faites? Au-delà donc de le visibiliser, de le voir, d'en parler, quelles sont vos actions que vous menez au quotidien
à côté, en parallèle avec d'ailleurs votre pratique sportive? Ou pour le dire autrement, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est assez important aussi de préciser? Je pense qu'en fait, il y a on voit souvent que dans les manières de se mobiliser, il y a un panel d'options. Et donc, c'est aussi un petit peu de savoir, bah voilà, est-ce que vous allez être plus, en gros, une sportive qui va se mobiliser au regard d'actions, de signer des pétitions, en fait, associer votre nom à des actions, ou est-ce que vous allez être plutôt l'autre spectre? Je dis, voilà, je prends des exemples comme, je vais reparler de Sea Shepherd, par exemple, qui dit, voilà, nous, on est prêt à risquer notre vie pour des baleines. C'est-à-dire le spectre très large. Vous, qu'est-ce que vous faites au quotidien? Quelles sont vos actions? Vas-y, Marie. Du coup, je pense qu'il y a plusieurs types d'actions. Euh, Moi, je suis passée, j'ai travaillé pour Greenpeace un petit moment où je recrutais des adhérents, par exemple, dans la rue. Enfin, voilà, je suis passée un peu par plusieurs types d'engagements aussi associatifs, relayer aussi des campagnes de Surfrider, notamment pour les élections européennes. Après, ça peut passer aussi juste par de la sensibilisation dans le cadre familial, amical, etc. Pourquoi c'est important de s'engager? Quels sont les enjeux, en fait, qui nous entourent? Ça peut être aussi, je me suis formée à la fresque du climat aussi, donc c'était aussi l'occasion de pouvoir fresquer des milieux qui ne le sont pas forcément, de pouvoir adapter ces fresques aussi selon le public qu'on a en face de soi. Enfin, je suis titulaire du BAFA aussi, donc c'était quelque chose aussi enfin, j'ai travaillé dans plusieurs surf-camps et il y avait, enfin, tout un volet sensibilisation et surtout de découverte en fait de ce qui nous entoure. Je pense que cette sensibilisation, elle passe aussi par, bah, effectivement, le côté émotion, le côté, voilà, on prend soin de ce qu'on aime, etc. Et comprendre aussi quel est notre bah, lien à notre environnement, enfin, à quel point on dépend aussi de ces environnements-là pour nos pratiques, mais aussi pour la vie sur Terre, tout simplement. Et après, bah, à côté de ça, moi, j'écris des articles, du coup, dans les revues de surf, spécialisées surf. Donc, c'est vrai que j'ai tendance aussi à essayer d'aborder ces sujets qui fâchent un petit peu. Enfin, on parle aussi un peu de la place des femmes dans le milieu aquatique, et c'est une autre question aussi. Et voilà, et puis après, à travers mes études, à travers mes sujets de recherche, là, je viens de rendre mon mémoire de fin d'études sur la pollution lumineuse en milieu côtier. Bon, c'est encore un autre sujet très peu connu, etc. On sort un peu du cadre de la pratique sportive, mais c'est aussi intéressant. Et après, bah, à travers mon choix, par exemple, de sponsor, d'accompagnement, c'est vrai que bah, voilà, enfin, je m'inflige, ça, c'est même pas enfin, je me l'inflige même pas, mais ça s'est fait comme ça à chaque fois. Je choisis mes sponsors en fonction bah, de leurs valeurs, histoire d'être sûr qu'on partage des valeurs communes. Donc, ouais, j'ai la chance d'être accompagnée par Picture, qui est quand même assez engagée sur ces sujets-là. En termes de crème solaire, c'est la même chose. Enfin, voilà, j'essaie de faire attention aussi, de travailler avec les personnes qui partagent ces valeurs, qui partagent ces convictions aussi. Et après, bah, c'est vrai que il reste encore beaucoup à faire pour visibiliser, relayer, être aussi porteur de messages et être des relais aussi de ces messages-là à travers les réseaux sociaux, à travers les documentaires, à travers les parutions qu'on peut avoir, etc. Je pense que c'est important aussi d'avoir ce rôle de porte-parole, même si ce dernier reste quand même assez limité, hein. Enfin, on n'est pas non plus des footballeurs professionnels, mais bon, voilà, tout public à toucher et bon à prendre, donc voilà pour ma part. Oui. Laura? Ben, moi, c'est marrant parce que j'ai, je pense, les deux visions. Quand je me mobilisais et que j'essayais de faire changer les choses dans le monde, hein, on va dire, enfin, quand je faisais partie un peu plus du monde scientifique et chargé de projet, on écrivait des rapports, on faisait voilà, des gros projets. Et ensuite, celui de sportif. Et en fait, enfin, on a beaucoup plus de visibilité en tant que sportif dans notre société que dans les milieux de la conservation. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point l'impact peut être énorme. Alors, le windfall, c'est encore plus confidentiel que le surf pour le coup. Mais pour autant, il y a des études qui sont sorties là-dessus. Aujourd'hui, les sportifs occupent vraiment une place en termes d'influence extrêmement importante dans nos sociétés. Donc, bien évidemment, le premier, il y a le football. Après, je crois que c'est le tennis. Après, le ski est pas loin. Enfin, voilà, il y a on peut voir un peu comme ça l'importance des différents sports. Mais c'est vrai que quand les sportives prennent, enfin, ça demande du courage, hein, mais ont le courage de s'engager, de prendre la parole, je pense que ça peut vraiment avoir un impact extrêmement fort.
Et il y en a de plus en plus, comme tu le dis, Clotilde. Et aujourd'hui, on essaye même de s'entraider entre nous pour essayer de faire monter cette communauté-là. Donc, voilà, déjà pour ceux qui hésitent un peu, n'hésitez pas à prendre la parole. C'est hyper enrichissant et ça fera évoluer votre communauté. Et c'est vrai que moi, à la base, j'ai dû créer, par exemple, un compte Instagram quand j'ai commencé le Wingfoil à haut niveau, parce que ça a été obligatoire par mon sponsor. Les gens qui me suivaient sur les réseaux, c'était surtout pour voir du wingfoil. Et petit à petit, l'idée, c'est d'essayer d'amener différents sujets. De mon côté, j'essaie d'agir sur plein de trucs en même temps. Euh, mais Marie aussi, enfin, et puis je pense à Zénor aussi, je pense que c'est un peu multifactoriel. Après, à chacun, à chacune de commencer par ce qui lui paraît, je pense, le plus évident. Et parfois, c'est juste, comme tu le disais, Marie, de parler de ces sujets-là à nos entourages. Et ça peut déjà être énorme. De mon côté, donc, dans le monde du sport, ça a commencé par le fait de se présenter au comité des riders sur le Tour mondial et d'essayer de faire. Donc j'ai été élue et c'est d'essayer de faire changer les choses au sein du Tour. Donc comme en surf, enfin voilà, c'est plusieurs étapes aux quatre coins du monde, c'est extrêmement impactant. Donc voilà, ça a été une première mission. Ensuite, ça a été d'organiser un événement sportif qui a pour but d'essayer de faire changer les choses sur les questions environnementales, enfin d'évoluer les choses sur les questions environnementales et les questions des femmes dans le sport et de l'égalité. Donc, je sais que la Roca Cup a eu un impact important dans l'univers du wingfoil et on continue à essayer de faire évoluer ça. Et puis après, La c'est Roca des Cup, je reprécise, qui est l'organisation que tu organises chaque année. sportifs, voilà, début avril à hier chaque année. Et voilà, donc ça a été l'organisation d'un événement sportif où on met en avant principalement des associations environnementales, plein d'actions autour de l'écologie. Euh, c'est des prises de parole. C'est aussi donner son image à des associations, des initiatives. Donc, par exemple, je suis ambassadrice Pélagos, qui est le sanctuaire mammifère marin de Méditerranée, et puis pour plein d'autres assos. Voilà, j'oublie peut-être des choses. C'est essayer aussi de mobiliser d'autres athlètes et essayer ensemble de faire avancer les choses. On a pris la parole notamment dans le cadre des élections législatives il y a pas très longtemps. Voilà, il y a plein de choses, je pense encore à inventer et à faire, mais en tout cas, plus on sera nombreux, nombreuses, plus on fera avancer les choses et surtout plus ça sera chouette aussi à titre individuel de pas se sentir seul et de faire ça collectivement. Ouais, complètement. Et je reviens un petit peu sur le dernier élément que tu as mentionné, parce que c'était quand même quelque chose d'assez, en tout cas, révélateur de la place des sportifs, quand tu évoques justement le fait que plusieurs sportifs ont pris la parole dans le cadre des dernières élections. Donc, pour préciser, il y a une tribune qui a été coécrite et signée par enfin, des centaines de sportifs et d'acteurs du monde du sport. Et cette tribune, publiée dans l'équipe, a été relayée le lendemain sur tous les médias français, toutes les radios. Et on en a parlé à des heures de grande écoute, euh, vraiment la matinale des grandes radios françaises publiques ou ce genre de choses. Et je pense que ça témoigne justement, enfin, c'est aussi un peu l'intérêt de notre sujet, réellement de aujourd'hui en quoi cette parole des sportifs, quand les sportifs prennent la parole, finalement, ça crée un événement. Alors, est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, les sportifs qui prennent la parole ne le font pas souvent ou qu'il y en a trop peu? Je sais pas, mais en tout cas, aujourd'hui, enfin, pour moi, vraiment, cette tribune, elle a vraiment mis ça en avant. C'est que, OK, les sportifs là, prennent la parole, faut en faire un sujet. Euh, et donc, je trouve que c'est voilà, c'est assez intéressant de voir aujourd'hui comment on voit des groupes de sportifs qui s'organisent et qui pourtant aujourd'hui restent encore, et on pourra en témoigner aussi également, enfin, vous êtes chacune dans vos disciplines respectives. En fait, il est encore difficile de créer des liens, alors même qu'on pourrait dire qu'en fait, probablement que vous vous connaissez parce que vous êtes toutes avec ce lien à la mer. Enfin, en tout cas, voilà, dans une fédération qui est probablement la même. Et finalement, ces liens-là sont pas du tout faits. Je reviens un petit peu en arrière. Azénor, n'hésite pas donc à repréciser toi donc sur quoi tu t'engages concrètement et si tu veux rebondir aussi sur ce qui a été dit. Moi, du coup, au niveau de ma pratique et de mon projet, de base, je voulais principalement du coup, parler de la préservation des océans, mais au niveau de la voile. Et en fait, je me suis rendu compte, du coup, via les réseaux sociaux,
si j'ai pas une immense communauté, d'avoir des gens qui m'ont contacté, mais qui n'étaient pas forcément du tout des voileux ou quoi que ce soit, et qui étaient justement touchés un peu par cette démarche. Je me dis euh, que ça peut être un atout du coup de pouvoir utiliser les réseaux sociaux comme moyen de communication pour propager ce message-là. Et je sais qu'après moi, dans ma pratique sportive, du coup, avec mon bateau, j'essaye vraiment un peu comme disait Marie, justement, d'avoir un peu un choix sur mes sponsors, et donc ce qui est quand même relativement limitant. Mais du coup, d'avoir des sponsors avec vraiment des valeurs des valeurs communes, des valeurs qu'on partage sur la préservation des océans, ou au moins une éthique environnementale, donc ce qui est quand même très limitant, faut l'avouer. Mais ça reste le jeu, ça reste. Et après, du coup, effectivement, mon projet est aussi engagé pour la représentation des femmes dans le monde de la voile. Et du coup, je veux vraiment trouver des sponsors ou des partenaires qui puissent m'accompagner et qui défendent aussi ces deux engagements-là. Pour moi, c'est fondamental. Et mon projet, je veux vraiment qu'il soit mené jusqu'au bout avec ces valeurs-là. Et après, moi, dans ma pratique plus personnelle, j'essaie vraiment d'entretenir mon bateau de manière plus responsable possible et pour pouvoir montrer un peu qu'on peut rendre la voile un peu plus durable, parce qu'aujourd'hui, la course au large, ça ne l'est pas. Et, euh, et du coup, c'est pareil, encore une fois, ça a un impact, parce que je vais mettre plus de temps à caréner mon bateau, enfin, entretenir la coque du bateau, je vais mettre plus de temps, parce qu'au lieu de mettre des biocides, je vais utiliser du vinaigre d'alcool. Ça prend plus de temps, il faut frotter plus fort, mais ça marche aussi. Et c'est OK. Et c'est mon engagement, et j'accepte ça. Et comme tu disais, Marie, c'est pas que je me l'inflige, mais c'est, certes, ça a un impact et ça ralentit mon projet, mais c'est OK et c'est ce que je souhaite en tout cas, quoi. Et je me dis, c'est une façon aussi de montrer qu'on peut faire les choses différemment, quoi. Comme pour ma transat de retour, du coup, euh, très peu de gens le font. La classe mini n'est clairement pas pour, la fédération non plus. Mais je l'ai fait. Je dis pas que tous les bateaux, tous les mini, parce que c'est quand même des bateaux de 6,50 m, c'est petit. Effectivement, c'est pas fait pour, mais ça reste un voilier, c'est fait pour naviguer. Et je voulais montrer en fait qu'on pouvait faire les choses autrement, qu'on pouvait peut-être faire un petit pas en arrière et de se dire que ce qu'on fait, c'est démesuré d'une certaine manière, et qu'il faut essayer de rendre notre sport durable. Sinon, j'ai la sensation que ça peut pas continuer, ou ça continuera, mais nous, on fonce droit dans le mur, quoi. Et justement, sur ce sujet-là, il y a un rapport qui est sorti il y a 2 ans, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, c'était peut-être un peu plus longtemps, qui a été rédigé par le WWF et qui a été un petit peu le premier rapport qui mettait en évidence les liens entre dérèglement climatique et pratiques sportives. Et dans ce rapport, on peut lire notamment que à réchauffement plus de 2 degrés, on perd globalement par an 9 jours de pratique sportive. Et si on atteint 4 degrés, on perd quasiment 2 mois de pratique sportive. Avec pour conséquence également, évidemment, des sports qui vont être amenés à se transformer radicalement ou à disparaître, et notamment les sports qui touchent au ski. Mais, et ça c'était un petit peu la surprise, en tout cas ce qui était plus inattendu parce que peut-être moins habituel dans nos manières en tout cas dans ce qu'on voit aujourd'hui quand on parle des règlements climatiques, c'est évidemment la montée des océans. Et donc avec le trait de côte, et Marie tu l'as un petit peu évoqué, potentiellement c'est tous les clubs sportifs qui sont sur les littoraux qui devront être amenés à déménager, à se transformer. Donc on voit bien que potentiellement, quand il est question de sport maritime, avec le dérèglement climatique, il peut y avoir dans les années à venir des conséquences vraiment drastiques. Et est-ce que vous avez le sentiment, du coup je viens à ma question, que la fédération prend conscience de ça et commence à vous, sportifs, vous accompagner aussi dans vos prises de parole et dans cette capacité à justement œuvrer pour sensibiliser et dire bah, aujourd'hui être sportif, c'est peut-être plus que être concentré sur la performance. Bah, moi, au niveau de la voile, j'ai pas cette sensation-là. Après, encore une fois, ça fait quand même pas longtemps que je suis dans le milieu. Mais plus j'avance et plus je me rapproche du coup de la course au large et de la date butoir de ma course, je me dis que pas du tout. Enfin, il y a des choses qui sont mises en place. Euh, il y a quand même un peu cette impression d'excès de zèle, quoi. Enfin, ça fait joli, c'est du greenwashing, et on est content. Enfin, la voile, ça reste un sport où, comme un peu tous les sports nautiques, j'ai l'impression, mais c'est un sport de liberté, ça propage plein de belles valeurs, on a l'impression que c'est écolo et que c'est joli, alors que c'est quand même pas tout à fait le cas, il y a tout ce qui est caché derrière, et j'ai pas l'impression, en tout cas, que la fédération ou que les organisations de course
agissent dans ce sens-là, même si il y a des règles qui ont été imposées avec l'obligation de naviguer avec une voile recyclée. Derrière, ils nous sortent des panini pour le Vendée Globe. Enfin, je j'ai pas l'impression, en tout cas, que on m'empêche pas de faire ma pratique sous prétexte que je suis engagée pour l'environnement, mais on ne m'aidera pas pour ça. Et ça sera pas un avantage, au contraire. Et la fédération ne va pas du tout dans ce sens-là. Il y a des débuts avec la classe mini où ils parlent de la classe mini de demain, où on parle un peu d'environnement ou de comment changer un peu les organisations. Du coup, toute cette question du retour cargo avec tous les bateaux dessus. Mais ça reste pour l'instant des échanges. Et ce qui est mis en place, en tout cas pour les grosses courses, hors mini, du coup, mais plus sur les Vendées, les Routes du Rhum, les Jacques Vabre, c'est vraiment des très grosses courses. Les organisations de courses, pour l'instant, vont toujours dans le sens du sponsor et du partenariat et de la visibilité médiatique et pas engagée sur l'environnement. Ça- Ouais, comme je disais, pour moi, c'est de l'excès de zèle, en tout cas, ce qui est fait pour le moment, quoi. Peut-être que je vais rebondir parce que Marie, je pense que toi, tu es liée à la Fédération française de surf, donc c'est pas la même fédé, si je me trompe pas. Euh, alors, je vais rejoindre ce que dit Azénor, donc sachant qu'il y a quand même eu, je crois, donc les assises de la course au large il n'y a pas très longtemps, mais bon, ça n'a pas été forcément ouvert à tout le monde où il y avait ces questions. Il y a la vague qui était impliquée aussi là-dedans, notamment autour du sujet des collisions et autres. Euh, Mm. Mon ressenti, en tout cas, c'est que là, pour moi, la fédération, et je pense pas mal de fédérations, ils avancent à 10 km/h là où il faudrait avancer à 80 km/h. Enfin, moi, en tout cas, mon ressenti, c'est qu'on est sur une politique qui marchait peut-être très bien il y a 20 ou 30 ans. Sauf qu'en fait, le changement climatique est tel qu'aujourd'hui, on peut plus fonctionner comme ça. Et moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout de moyens financiers qui sont mis sur les sujets liés à l'écologie, même en termes de personnel. Il n'y a pas un référent à 100% qui puisse travailler sur ces sujets. La Fédération française de voile, c'est quelqu'un qui est aussi sur plein d'autres sujets. Et idem sur la question des femmes dans le sport et des l'égalité homme-femme. Je pense qu'il y a vraiment des moyens qui doivent être mis pour pouvoir aider et sensibiliser le plus grand nombre sur ces sujets. Donc, et aussi pour que les jeunes générations, je pense, puissent se retrouver dans leur fédé et puissent sentir que la fédé est en phase avec les enjeux actuels qui traversent. Donc, voilà, moi, je pense qu'il y a vraiment clairement des moyens qui doivent être mis là-dedans. Il faut pas attendre, hein, quand on voit l'urgence sur ces sujets. Enfin, voilà, pour moi, c'est prioritaire. Non, bah, c'est un petit peu la même chose pour le surf. En fait, le problème, c'est que ce sont des sports tellement concurrentiels que l'attention va être portée sur la performance, voilà, face à d'autres nations, face à d'autres fédérations, etc. Face à d'autres moyens technologiques. Donc, enfin, la vague, c'est vraiment l'élément, mais comme le vent qui est imprévisible, il n'y a pas de vague pareille, etc. Genre, aujourd'hui, on parle plus de construire une nouvelle piscine à vagues. Maintenant, il y a des étapes du tour international. Voilà, attends, ça commence dans 4 jours. Piscine à vagues, enfin, bon, en plein désert, ça n'a aucun sens. Donc, non, ça avance pas vraiment dans le bon sens. Mais il y a quand même pas mal de voies de sportifs qui commencent, enfin, pas mal. Il y a quelques voies de sportifs qui commencent à s'élever, de champions, voilà, de sportifs de haut niveau, qui travaillent aussi sur des sujets, enfin, qui commencent à imaginer aussi les compétitions de demain. Qu'est-ce que pourraient être les circuits internationaux de demain? Qui fonctionneraient beaucoup plus par région, etc. Et il y a quand même quelques pistes, mais enfin, les moyens sont loin d'être là, malheureusement. Et après, pour rebondir sur cette question, alors oui, ça va nous toucher, nous, en tant que surfeurs, mais en fait, les inégalités se cumulent et je pense pas que ça soit nous qui soyons les premiers exposés aux conséquences du changement climatique. Enfin, je veux dire, on ira surfer dans des piscines avec demain, ce sera pas un problème pour nous. Par contre, voilà, les millions, milliards de personnes qui, eux, par contre, vont subir de plein fouet la destruction de leur maison, les inondations à répétition et tout. Enfin, c'est aujourd'hui que ça commence et voilà. Alors, nous, c'est vrai que ben, on a la chance d'avoir quand même un État-providence, etc. Et des moyens derrière, mais on n'est pas égaux face à tout ça. Et pour le sport, c'est exactement la même chose. Donc je pense qu'il y a aussi une forme de déni dans le sens où, bah, effectivement, on est privilégié quand même face à ces conséquences-là. Et que oui, on va continuer de surfer peut-être de notre côté en prenant un avion pour aller à l'autre bout du monde en surf trip. Mais voilà, ça sera pas le cas partout et ça sera pas le cas pour tout le monde non plus. Et je pense que c'est important de souligner aussi ces injustices et ces inégalités sociales
face au changement climatique. Et pour rebondir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, Clotilde, au niveau du lien entre les différentes disciplines, bah, c'est vrai que nous, en tant que surfeurs, on ne connaît rien concernant le vent, tu vois, c'est pas du tout mon élément pour le coup. Mais ça peut être hyper intéressant parce qu'effectivement, et puis nous, on est plutôt sur la côte, la pleine mer, on connaît pas, c'est hyper hostile. Enfin, mais c'est hyper intéressant parce que c'est des disciplines super complémentaires. Je pense qu'on a tout intérêt à se rapprocher, à faire cause commune aussi. Et c'est pour ça que des associations comme Women for Sea, c'est super intéressant parce que ça permet de connecter ces mondes-là qui sont complémentaires. Et c'est vrai que le surf trip, donc le voyage qui fait vraiment partie intégrante de la culture surf, d'aller découvrir des vagues parfaites, etc. Ben, en fait, c'est vraiment très impactant à cause de l'avion. Mais la voile, en fait, c'est un moyen merveilleux aussi pour se déplacer, pour découvrir aussi de nouveaux endroits, pour surfer, etc. Donc, voilà, moi, c'est avec grand plaisir que j'aimerais apprendre à naviguer et que j'aimerais dialoguer aussi avec des filles comme vous qui ont une autre approche de l'océan, tu vois, et qui est hyper complémentaire au final. Laura, tu vas ajouter un mot? Oui, je sais pas si je peux rebondir, c'est juste pour Si, dire vas-y, que vas-y. tu nous posais la question par rapport aux fédés. Nous, en tout cas, dans nos pratiques internationales, je pense que ça doit être pareil pour Marie. Je connais moins pour la voile, mais tu vois, les fédés, elles ont un tout petit rôle en fait. Ça va être World Sailing, en tout cas pour nous, qui va prendre les décisions. Et ce sont des tours privés qui sont gérés par une optique de business. Là, tu parles de l'étape où ça va être sur une piscine à vagues. J'imagine que ça doit faire mal. Quand c'est sorti, enfin voilà, nous on a par exemple des étapes sur des endroits où il n'y a pas de vent. Enfin, c'est connu parce qu'il n'y a pas de vent, mais parce que la ville va donner vachement d'argent aux organisateurs. Et donc, je pense par exemple, il y a une étape en Nouvelle-Zélande, donc ils ont fait venir, enfin, c'est principalement en tout cas des Européens qui pratiquent le wingfoil, donc tout le monde qui partait en Nouvelle-Zélande pour 5 jours sur un spot qui est connu pour ne pas avoir de vent. Et c'est ça régulièrement sur plein d'endroits. Et on a même un tour concurrentiel qui s'est mis en place, qui propose lui aussi maintenant un titre de champion du monde en slalom et où du coup tu te retrouves. Voilà. Et en fait, je pense qu'il faut pas oublier que c'est un business en fait, les événements sportifs et que en fait les athlètes sont des pions là-dedans. Ont souvent peu de voix, il n'y a pas vraiment de syndicat des athlètes. Souvent, voilà, tu fermes ta bouche et tu fais ce qu'on te dit de faire. Les marques, souvent, ont quand même un rôle parce qu'elles donnent de l'argent souvent aux organisateurs. Donc c'est là où, voilà, je pense que c'est intéressant d'essayer de dialoguer avec ces marques et où justement, tout à l'heure, avec ce qui est dit, s'il y a des personnes qui travaillent dans l'entreprise, ça montre à quel point le fait d'avoir un engagement, bah, ça peut attirer des athlètes à soi. Donc voilà. Et aussi pour rebondir ce que tu disais, Marie, par rapport à la voile, en effet, quand on s'est réunis là avec pas mal d'athlètes pour essayer de voir quelles sont les actions collectives qu'on pouvait mener à travers nos sports sur l'écologie. La voile est souvent ressortie en disant, mais punaise, ça serait chouette qu'on puisse faire plus de partenariats avec vous pour pouvoir se déplacer. Moi, par exemple, là, je suis partie en éco-aventure en Corse. J'ai galéré pour trouver un voilier pour aller en Corse où l'idée, c'était de véhiculer un petit peu... bah, l'importance de la mobilité douce pour le transport et finalement de voir que c'est si dur d'aller en Corse alors que l'avion est sponsorisé pour aller là-bas, bah, voilà, ça ouvre plein de portes d'entrée à la discussion et c'est vrai que en tout cas à voir comment avec la voile on pourrait, je pense, davantage entraider, ce serait une belle porte d'entrée. Je précise un élément qui peut être important pour vous, mesdames, mais en fait aussi pour toutes les personnes qui nous écoutent, c'est que entre maintenant et décembre, toutes les fédérations françaises sportives ont les élections pour définir quel sera leur nouveau bureau, président, présidente. Et donc, ça peut paraître anecdotique, c'est des choses qu'on ne sait pas forcément. Mais quand on parle de sport, quand on parle de démocratie et de justement essayer d'influencer et de regagner, d'avoir un peu de pouvoir, bah, ça peut être intéressant de se dire, bah, tiens, en fait, qui vont être les personnes qui vont aujourd'hui, les équipes qui vont essayer d'avoir la tête de la fédération et quel est leur programme, s'ils en ont un, et que disent-ils sur le sujet du sport? Et en tout cas, de les interpeller. Voilà, c'est une piste, mais on est pile dans ce timing-là pour essayer d'un petit peu influencer. Je voulais revenir un peu sur euh, vos sujets d'engagement, parce que toutes les trois, et là on est avec les Women for Sea, donc je pense que c'est quand même important d'en parler. Globalement, vous œuvrez aussi sur la question de la reconnaissance de ce que, enfin,
le fait de lutter contre le sexisme dans vos disciplines respectives. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors assez rapidement parce que après on va aussi prendre les questions et évidemment j'ai pas posé la moitié des questions que je voulais poser mais ça c'est pas grave. Mais voilà de montrer un peu quels sont les liens aussi que vous voyez entre vos différents combats que vous menez dans vos disciplines respectives. Moi, du coup, j'ai engagé mon projet aussi du coup, pour la représentation des femmes dans le monde de la voile. Et effectivement, enfin, c'est un constat aussi qui fait qu'il y a une inégalité assez palpable, notamment pour le démarchage de sponsors, en tout cas, pour les égalités salariales, on le voit avec la America's Cup où les femmes sont clairement sous-payées comparées aux hommes. Et enfin, pourquoi elles sont payées comme les juniors. Et je trouve ça assez lamentable. Et du coup, que ce soit dans le sport, enfin, pour la voile, que ce soit dans le sport ou dans le loisir ou juste en croisière, il y a vraiment une discrimination qui est faite autour de la femme et c'est assez fou. Enfin, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que ma première transat, je l'ai faite en bateau stop et la retour, je l'ai faite en sport du coup. Mais il y a toujours une énorme discrimination qui est faite et c'est pareil, ça, c'est un sujet qu'on ne traite pas vraiment. Enfin, ça reste un peu tabou et enfin, en tout cas, j'ai cette sensation-là que on n'en parle pas, que c'est pas si grave que ça et qu'en fait, c'est pas si vrai non plus. Et c'est assez terrible. Et je trouve que du coup, ça rejoint aussi par rapport à la cause de l'environnement parce que on n'en parle pas trop, on fait un peu semblant qu'il se passe des trucs. Pour la voile, ils ont obligé, en tout cas dans la classe mini, ils ont obligé une course, donc la plastimo qui est obligatoire en double mixte. Euh, bon, je suis pas sûre que ça suffise non plus. Et il y a souvent des petites prémices de choses qui se mettent en place, qui sont totalement insuffisantes, mais ça calme un peu les ardeurs pendant quelques mois, et puis bon, on verra si on en reparle ou pas, quoi. Enfin, et je trouve que c'est deux sujets, en tout cas, qui sont assez liés dans le domaine de la voile. Euh, Pour Ah bah vas-y si tu veux, Flora, enchaîner. Marie, je pense que tu peux y aller. Flora a coupé son Ok. micro. Pour le surf, c'est un petit peu pareil. C'est un sport quand même très masculin. Alors même si la pratique se féminise de plus en plus, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de pratiques en l'eau. Mais enfin, on est loin de l'égalité. Enfin voilà, les filles vont souvent pratiquer dans des petites vagues, etc. Avoir un vrai manque de confiance en soi à l'eau, etc. Parce que ben, c'est des espaces quand même encore hyper partagés, encore enfin, voilà, hyper sexués malgré tout. Où la domination masculine reste très très présente au line-up, au pic, à l'endroit où défaire des vagues, etc. Et il y a encore beaucoup 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 de travail à faire. Et c'est assez visible, notamment, ben voilà, justement sur les conditions de vague, dans des petites vagues, effectivement, on peut se retrouver des fois avec des majorités de femmes à l'eau, ce qui est très bien. Mais dès qu'on passe à 1,50 m, 2 mètres de vague, ben voilà, on va se retrouver vite toute seule à l'eau, assez isolée. On a toujours besoin de faire nos preuves aussi. Voilà, il y a des systèmes de priorité en surf. En tant que femme, on peut être sûr qu'on va se faire griller à la priorité 2, 3 fois dans la session, sous prétexte qu'ils ne savaient pas qu'on savait surfer. Enfin, bon, bref, j'ai entendu des trucs comme ça à l'eau quand même, c'est assez fou. Et on manque de modèles encore. Enfin, je veux dire, la plupart des coachs sont des hommes. Enfin, vraiment, j'en connais dans tout mon entourage qui sont des femmes. On manque de juges. Il n'y a pas de très très peu de juges femmes. Ça commence à arriver un petit peu. Donc voilà, la plupart des femmes qu'on retrouve dans les écoles de surf sont au secrétariat, quoi. Donc il en faut, mais enfin voilà, il faut aussi, il faut de tout et la représentativité, elle n'est pas encore là. Et pour ça, il faut quand même souligner les efforts qui sont faits. Il y a un poste qui a été créé à la Fédération française de surf spécifiquement pour ça, pour l'égalité homme-femme, etc. Il y a des événements aussi qui essaient de promouvoir la mixité, etc. Il y a, malgré tout, on a été l'un des premiers sports à avoir l'égalité salariale, etc. Mais bon, en termes de, même tout le sujet des sponsors aussi, qui est quand même, enfin voilà, le surf c'est un sport ultra sexualisé. Enfin, la représentation de la femme dans le surf est encore vraiment dépassée et malgré tout, on va se retrouver face à des contrats pour hommes qui vont se baser sur la performance sportive quand les contrats de femmes vont se
se baser sur du mannequinat ou sur maintenant des contrats d'influence. Donc, on est quand même loin, loin, loin de l'égalité. Il y a encore beaucoup, beaucoup de travail dans ce domaine-là. Donc, voilà, moi, j'écris un petit peu, j'essaie de mettre en avant des femmes ben, voilà, qui ont des parcours de vie, qui sont des personnages et qui œuvrent beaucoup pour la cause. Et voilà, et d'en parler aussi, de faire des films, des reportages, etc. Et puis, voilà, de créer de véritables programmes, former aussi des femmes à ces postes-là et pas uniquement bah, aux tâches subalternes, quoi. Et les valoriser quand c'est des postes comme ça. C'est aussi toujours un peu dans les deux sens. Moi, je partage exactement les mêmes Ouais, infos ben, qu'elle Marie, et surtout Marie, où il y a en Wingfoil, c'est pareil, hein, tout ce qui est sexualisation de la femme, enfin voilà, tout le sexisme, etc. Je partage exactement le même avis. Moi, j'ai vraiment été choquée quand j'ai découvert la compétition en Wingfoil. Enfin, pour moi, il y avait 50 ans de retard. J'avais toujours eu un salaire égal dans mon boulot d'ingénieur, et là, je débarque et sur le tour mondial, les femmes gagnent 80% de moins que les hommes à podium équivalent parce que, elles sont moins nombreuses. Et elles sont pas médiatisées sur la première étape de Coupe du Monde à laquelle j'ai participé. Je pense que quelqu'un d'extérieur savait même pas qu'il y avait des femmes qui faisaient la compète s'il regardait les images du tour à ce moment-là. Et les rares femmes qui étaient médiatisées après sur les réseaux, elles étaient en string en train de gonfler leur wing. Enfin, pour moi, je savais pas que ça existait encore. Enfin, c'était presque enfin, ça m'a presque fait rire en fait tellement c'était choquant. Et en fait ce qui était intéressant aussi à analyser, c'est que quand je parlais de cette situation à l'extérieur de ce monde-là, tout le monde était choqué, notamment sur les inégalités salariales. C'est exactement pareil aussi pour les marques, hein. On est enfin beaucoup moins payé en tant que femme, sauf si on sexualise son corps. Et, et par contre, dans le monde du wingfoil, qui sont en fait d'anciens champions, enfin sportifs de haut niveau en planche à voile ou kitesurf freestyle ou quoi, personne n'était choqué, c'était normal. Et au contraire, demander l'égalité, c'était une hérésie parce que tu comprends, il y a moins de femmes que d'hommes, donc c'est moins concurrentiel. Et puis en plus, vous êtes moins forte en freestyle, donc c'est moins impressionnant à regarder. Donc c'est normal que vous gagnez beaucoup moins. Donc voilà, moi enfin, au début, j'ai vraiment été choquée en fait. J'ai halluciné complet. Je me suis dit, mais je peux pas rester les bras croisés, c'est aberrant, quoi. Et donc, du coup, je me suis beaucoup mobilisée sur le tour mondial pour arriver à l'égalité. Aujourd'hui, donc sur le GWA, donc, qui est le tour que je connais le mieux, les 4 premiers hommes, les 4 premières femmes gagnent pareil. Et les hommes gagnent jusqu'au 8e et les femmes que jusqu'à la 4e tant qu'elles sont moins nombreuses. Mais déjà, ça a été une avancée énorme. Et il y a quelques mois, j'ai participé à une compétition organisée par un autre organisme à quelques mois des Jeux, qui est quand même, enfin, les Jeux Olympiques où l'égalité est vachement mise en avant et tout ça. Et sur cette compétition, il y avait les 50 meilleurs mondiaux, mondiales en kite, en planche et en wing qui étaient invités à concourir ensemble. Et en fait, on reçoit la répartition du prize money et les premières femmes gagnent 30 à 50% de moins que les premiers hommes il y a encore quelques mois. Donc, moi, j'ai à nouveau pris la parole, mais derrière, je me suis pris un revers qui a été assez douloureux de la part de certains athlètes assez jeunes qui mettent en avant leur incompréhension à demander l'égalité là où il y a moins de femmes, mais aussi de la part des organisateurs qui ont 50, 60 ans et qui sont complètement contre. Et voilà, et je suis à nouveau tombée de haut. Je pensais que ça avait évolué. En fait, le travail, il est constant. Il est constant, il est constant. Et personnellement, moi, j'ai décidé de prendre une pause dans le sport à cause de ça, parce que j'étais fatiguée alors que j'estime que c'est pas mon rôle, hein, je suis censée juste m'entraîner pour performer, mais de devoir me battre constamment sur ce sujet, au point à ne plus avoir de plaisir à aller aux compétitions. Mais en tout cas, c'est pour ça que la Roca Cup, pour moi, c'est un refuge où je peux mettre tout ce que j'ai envie de faire. Et où voilà, je décide de ce qui me paraît important. Mais en tout cas, c'est clairement un combat à mener sur tous les aspects, sur les événements, sur les marques, sur
la visibilité, etc. Et juste aussi ce qui, moi, me semble important de rappeler, mais c'est ce qui, à force, me fatigue un peu de le faire auprès des athlètes, mais je me rends compte qu'il y a un énorme travail de sensibilisation à faire de ce côté-là. C'est expliquer tout simplement pourquoi est-ce qu'on est moins de femmes que d'hommes aujourd'hui, que ça s'explique, et pourquoi est-ce que c'est moins impressionnant aujourd'hui une femme en freestyle qu'un homme en freestyle. Une femme pose un backflip, un homme un 12 le backflip. Pourquoi? Et voilà, expliquer que bah, déjà aujourd'hui le sport c'est un miroir des stéréotypes de notre société, on est quand même dans une société extrêmement genrée et sexiste aujourd'hui où on pousse des petites filles à faire des sports d'intérieur quand elles font du sport, donc de la danse ou de la gym, à prendre soin d'elles, à faire attention à leur beauté, à être douces, sages et à pas prendre de risques. Là où on va pousser davantage les hommes à prendre des risques, à justement faire du freestyle, faire des sports extérieurs, occuper l'espace public dans la cour de récré, là où les filles sont cantonnées dans le coin à discuter entre elles. Et tout se joue aussi beaucoup à l'adolescence, où si tu veux t'intégrer, bah, il faut que tu fasses comme les autres filles. Et si tu fais beaucoup de sport, t'es considéré comme un garçon manqué. Donc, en fait, grandir en tant que femme là-dedans, quand tu arrives au sport de haut niveau, bah, tu as dû passer à travers tous ces trucs-là qui sont quand même beaucoup plus difficiles et qui t'ont donné des barrières mentales et qui font que c'est plus dur de prendre des risques pour aller au large, pour envoyer des sauts, pour prendre des grosses vagues, parce que tu as toutes ces barrières mentales-là dues à tout ce que qu'on voit dans les films, dans les séries, dans l'éducation, voilà, c'est quand même tout autour de nous, c'est très pernicieux. Et je pense qu'en avoir conscience, ça nous aide à déconstruire le fait qu'en fait, si aujourd'hui on a moins confiance en nous, c'est pas génétique, c'est juste socialement construit et que ça, ce sont des barrières qui se lèvent justement en étant entourée. Et je pense que les Women 40, vous avez un rôle extrêmement important là-dedans. Et je pense que ça fait du bien de se le dire. Et moi, en tout cas, le sport de haut niveau et gagner des compétitions, ça m'a aidé à prendre confiance en moi et aller vers peut-être qu'une Roca Cup comme ça toute seule, je l'aurais pas organisée avant si j'avais pas fait du sport de haut niveau. Donc voilà, il n'y a pas de sport de garçon et de sport de fille. Ça, c'est du bullshit et il faut se lancer et puis rien à faire. Et quand on te dit que t'es un garçon manqué pareil, tout ça, c'est que du bullshit. Et voilà, et puis je pense que ça évolue, mais en tout cas, il faut continuer à en parler autour de nous, aux filles, mais aussi aux garçons. Et pareil, les garçons aussi, ils rentrent dans des normes et un mec qui va faire de la gym ou de la danse, pareil, ça va être compliqué pour lui. Et tout ça, c'est fatigant et ça libérerait tellement de casser un peu ces trucs-là, quoi. Voilà. Ouais, et je rebondis un petit peu sur ce que tu dis, c'est qu'à la fois, en fait, il y a des schémas qu'on a intégrés à notre échelle, en fait, et dans notre adolescence et dans notre jeunesse. Mais il y a aussi historiquement, en fait, et aujourd'hui, il y a plein de chercheurs, sociologues qui montrent que globalement, de toute manière, les femmes sont moins performantes, mais ça s'explique aussi du fait que on a accumulé 30 ans de retard. Les femmes n'ont jamais les meilleurs coachs, n'ont jamais les meilleures conditions, les meilleures heures d'entraînement, et que de toute manière, le fait qu'elles soient sous-payées aujourd'hui, ou en tout cas moins bien payées, font que de fait, ça accumule encore plus un certain retard. Et qu'à partir du moment où on met de l'argent, et bien directement et très très rapidement, on voit que justement les femmes rattrapent et ont une espèce d'accélération de leur niveau qui aujourd'hui a été prouvée. Et donc aujourd'hui, beaucoup de chercheurs même le disent. Est-ce que les femmes sont moins performantes que les hommes? Non, en fait, aujourd'hui, on ne le sait plus. On ne le, enfin, c'est pas une évidence en tant que telle. Donc, ouais, vaste sujet. Je veux peut-être qu'on reprenne euh, les questions, parce qu'il y a eu quelques questions, Mm. et notamment une qui fait un peu le lien avec ce qui vient d'être dit, c'est est-ce que finalement vous avez le sentiment d'avoir des soutiens d'hommes, de vos pères masculins, ou est-ce qu'aujourd'hui ces combats, alors sur le féminisme j'ai un peu une idée, mais même sur la question, là pour le coup de la voix de l'océan, on revient aussi au sujet d'origine, euh, est-ce que voilà, il y a une mobilisation aussi de nos pères masculins? Moi, dans ma pratique, très peu, honnêtement. Enfin, j'ai forcément des amis proches qui comprennent mon combat et mon engagement et qui me soutiennent, mais sur des gens que je connais pas et à qui je vais pouvoir discuter dans les marinas et tout ça, très peu. Enfin, on me ressort encore des questions que je ne comprends pas. Franchement, c'est assez complexe. Et sur l'environnement, c'est pareil. Enfin, que pas du tout, ouais, pas du tout soutenue, pas du tout comprise. Et de là à faire des commentaires en disant qu'on se plaint finalement pour rien, parce qu'on est quand même chanceuse de vivre de nos sports, quoi. Parce qu'en réalité, ça a un impact considérable et le fait de pas être soutenu,
même au sein de la fédération, au sein des coureurs qui sont contre moi. Euh, il y a vraiment très très peu de soutien, quoi. Même s'il y a quelques phrases de compassion, mais ça s'arrête là. Il y aura jamais de, enfin, j'ai vraiment cette sensation qu'il n'y aura jamais de prise de parole de la part des hommes sur ce sujet-là, en tout cas, enfin, sur le sujet d'être une femme dans le sport et dans le voile, du coup, notamment. Vous partagez, Flora, Marie? Ouais, j'ai l'impression que c'est quand même un peu moins tabou qu'avant. Enfin, je pense que ça a quand même évolué depuis l'époque où j'ai vraiment commencé à faire du surf et où on pouvait même pas évoquer la question sans se faire rembarrer. Aujourd'hui, on peut quand même discuter. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'ignorance finalement. Et j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus ouvert à la discussion, même si il y a un travail d'éducation énorme, énorme qui nous attend. Et j'ai l'impression que en tout cas, on peut entamer une phase de dialogue qui n'était pas possible il y a quelques années. Bon, moi, je pense un peu comme Azénor, peu, mais par contre, les rares fois où il y a des soutiens masculins, qu'est-ce que ça fait du bien. Et non, mais franchement, c'est vrai que ça demande du courage de se mettre un peu, enfin, peut-être à dos les copains ou pas être dans le même état d'esprit, mais par contre, ouais, ça fait vraiment du bien. Donc, je sais pas s'il y a des hommes qui nous écoutent et qui osent pas forcément bah, oser parce que ça aide aussi. Qui sont, dans ce cas-là, si vous deviez définir vos alliés dans ces luttes, qui sont-ils ou elles? Plutôt elles, du coup. Mais Bah, ça va être des femmes aussi assez qui partagent ces mêmes engagements en général. C'est des petites communautés, donc on se connaît, on se rencontre assez vite en général. Et ça fait du bien parce que voilà, ça donne de la force, de l'énergie. Ça fait du bien de se rassembler aussi, de pas être isolé parce que ça peut vite peser très lourd sur les épaules. Et puis ça permet aussi de s'inspirer mutuellement et de s'entraider et c'est assez chouette. euh, Louise Océane, tu veux éventuellement prendre une question du chat ou Ouais, je continue, hein, ouais, Vas-y. bien sûr. Du coup, on en a reçu plusieurs. Il y a Yoann, du coup, je vais passer la parole Enfin non, peut-être que c'est une femme, pardon. C'est un prénom mixte. Mais du coup, qui posait la question de qui d'organiser des mouvements de grève dans vos sports afin de faire entendre vos revendications. Est-ce que c'est quelque chose qui a été fait, qui pourrait être fait, qui aura un impact ou pas? Je peux peut-être répondre rapidement. Moi, ça me paraît aujourd'hui, en tout cas quand je vois le monde du wing foil, planche à voile, kitesurf dans lequel j'évolue, j'ai l'impression qu'en fait, en tant que sportif, il y a tellement ce truc un peu de formatage, de tu dois pas te prononcer, tu dois pas prendre la parole, tu es juste là pour ramener des médailles. Que je vois, par exemple, on a une compétition où on n'a pas été payé. On était très nombreux à participer. Je crois qu'ils ont mis plus de 6 mois à nous payer. Et juste avoir une mobilisation pour être payé, ça a été compliqué. En fait, personne. Donc, alors après, prendre une mobilisation sur des sujets plus larges, voilà. Après, nous, c'est vrai qu'à haut niveau, c'est des personnes souvent assez jeunes. La moyenne d'âge est de 20 ans. Donc, peut-être il y a aussi cet aspect-là. Mais moi, aujourd'hui, ça me paraît être très, très loin d'être possible. De manière générale, dans le sport, il y a eu très peu de mouvements de grève. Alors là, on pense à ce qui s'est passé dans le football en Espagne, mais c'était assez nouveau. Et d'ailleurs, c'est un des mouvements qui a été soutenu cette fois-ci par les mecs. Et ça a été vraiment vu comme quelque chose, OK, là, il se passe quelque chose et peut-être qu'on est en train de passer un nouveau cap. Euh, mais c'est vrai que des mouvements de grève dans l'histoire du sport, en tant que tel, il n'y en a pas eu énormément, que ce soit de la part des sportifs comme, j'ai envie de dire, de la part aussi des personnes qui aiment le sport et qui ont envie de boycotter. On pourrait très bien faire, bah voilà, le Qatar, il y a eu cette question, est-ce qu'on fait grève, en tout cas, est-ce qu'on boycotte la Coupe du Monde du Qatar? Et ça a été un flop total, ça n'a pas du tout marché, les gens ont boycotté pendant deux soirs et à la fin, tout le monde regardait. Et voilà, et moi, cette question du boycott, de la grève, je me pose beaucoup la question de est-ce que c'est vraiment le moyen de mobilisation qui est le plus percutant dans le sport? Aujourd'hui, je crois pas que ce le soit. Mais en revanche, j'ai vraiment le sentiment, et là, je vous passe aussi la parole, on peut en débattre, mais qu'il y a vraiment un besoin de remettre des zones de démocratie
dans nos sports, dans nos manières de penser nos fédérations, dans nos manières d'élire nos représentants dans nos fédérations, voire même, du coup, et à un moment, tu l'évoquais, Flora, d'avoir de sorte des syndicats qui représentent aussi les sportifs de manière un peu plus large. Ça, je pense que ce seraient des choses qui seraient intéressantes, vraiment cette éthique du sport, de la challenger. Mais la grève en tant que moyen de mobilisation, je suis pas sûre que ce soit le plus efficace à l'heure actuelle. Non, puis, si je peux me permettre, je pense qu'il y a aussi ce côté où c'est risqué, entre guillemets. Enfin, je pense enfin, en tout cas dans la course au large, je pense enfin, quand on est suivi par des sponsors, je pense que trop parler ou dire des choses qui dérangent, critiquer, même si c'est des constats et que c'est des faits et que tout le monde enfin, peut le savoir et tout le monde en est conscient, je pense que trop parler, c'est risquer aussi de perdre ses sponsors derrière et je pense que c'est pas évident pour tout le monde. C'est un gros risque à prendre, sauf si on choisit des sponsors éthiques ou en tout cas qui partagent les mêmes valeurs et qui du coup sont d'accord avec ça et qui du coup nous suivent et nous soutiennent dans cette démarche-là. Mais je crois pas que ça soit le cas de beaucoup de sponsors et, euh, et aller manifester dans ce sens-là, ça veut dire critiquer l'organisation, ça veut dire critiquer l'ensemble du système et donc le principe de partenariat et de sponsoring aussi. Donc je pense que ça rend un peu compliqué la prise de parole publique, en tout cas, ça rend un peu plus difficile. Oui, c'est ça. Bah, en tant que sportif, on est quand même dans des positions délicates. Donc, bah, par exemple, je prends l'exemple du surf, c'est vraiment un milieu très concurrentiel. Donc déjà, arriver à faire cause commune, des fois, c'est vraiment très compliqué. C'est un sport assez individuel, etc. Les places sont très chères. Il y a certains événements qui sont sur invitation. Donc, boycotter un événement, bah, en fait, tu ne seras plus jamais invité, c'est tout. Tu es juste blacklisté. Pareil, vis-à-vis des juges, des fois il y a des relations très proches entre organisateurs, les personnes qui vont nous juger derrière aussi. Donc même si c'est censé être neutre et que la plupart des juges ne vont pas du tout remettre en cause leurs compétences, la plupart sont parfaitement impartials. Mais n'empêche que derrière, c'est quand même véhiculer une image qui peut porter atteinte aussi à sa carrière sportive, tout simplement, et prendre le risque aussi d'être mis de côté. Et voilà, donc que ce soit vis-à-vis des organisateurs d'événements, que ce soit vis-à-vis de la fédération, enfin, de la fédération aussi, hein, dans certains sports, voilà, les places pour aller en équipe de France sont très chères et on cherche aussi des profils consensuels qui savent faire équipe, qui savent aussi voilà, pouvoir représenter un pays sans faire de vagues, etc. Donc voilà, c'est pas simple, ça nous met aussi dans des positions un peu délicates parfois et voilà. Et effectivement, on se trouve un peu isolé. Donc moi, je trouve que c'est un métier aussi qui est pas forcément, enfin voilà, sportif, c'est quand même un métier qui est pas toujours très considéré selon les disciplines. Donc, ben, la question des syndicats, pour moi, elle me semble essentielle. En fait, je trouve ça juste, enfin, je pense que ça serait un super outil, mais qui pour l'instant n'existe pas et qui c'est même pas un sujet, on n'en parle pas aujourd'hui. Donc, je trouve ça dommage. Moi, je partage ce que vous dites et ça me paraît essentiel de pouvoir avoir des syndicats et de pouvoir justement se rapprocher d'eux de façon confidentielle pour faire passer des messages. En effet, en tant que sportif, c'est très très compliqué. On s'expose à perdre nos sponsors, à perdre nos entrées, etc. à la Fédé et autres dès qu'on prend la parole. Donc, mais ça, je reviens sur cet exemple du fait qu'on n'ait pas été payé. Enfin, même sur ça paraît fou en fait. On n'est pas payé et on n'a pas de, c'est très pragmatique, mais du coup, on n'a pas de syndicat, on n'a personne pour nous représenter, pour faire valoir nos droits. Mais après, ça peut être plein d'autres droits. Un sportif qui est blessé, moi, j'ai eu des contrats avec des marques où si je suis blessée pendant plus d'un mois, je perds mon contrat. Donc, je suis plus payée, j'ai plus de, voilà. Et c'est des choses, est-ce qu'on est OK avec ça? Et justement, c'est là où des syndicats pourraient nous aider. Après, je pense que c'est compliqué à partir du moment où on est dans un tour international. Voilà, comment on fait? Que c'est un syndicat international pour. Je sais pas trop comment ça marche, mais je pense qu'à minima, au sein des fédés, ça me paraît être un sujet essentiel parce que je trouve qu'il y a quand même une énorme précarité pour les sportifs. En fait, en gros, t'es blessé, t'as plus de salaire, c'est fini, t'as pas de chômage, t'as rien du tout. Enfin, c'est fini pour toi. Et je trouve ça quand même assez fou. Et puis, pareil, là, on a beaucoup parlé des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est beaucoup de lumière pendant un instant. Et puis après, c'est des athlètes, pour certains, qui se retrouvent avec plus rien du jour au lendemain. Voilà, je pense qu'il y a quand même aussi cette précarité autour du sport qui pourrait être aidée et accompagnée grâce à des syndicats. Tout à fait. Et c'est un vrai, vrai sujet, la question du fait, le nombre de sportifs qui vivent sous le seuil de pauvreté aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'on pense toujours aux footballeurs, on pense toujours aux sportifs qui sont très exposés médiatiquement finalement.
Mais combien pour... voilà, quel pourcentage? Euh, J'ai une question de... Ouais, on a encore un peu de temps Vas-y. pour prendre quelques questions. J'ai une question de Christina. Pensez-vous que c'est possible d'intégrer des critères de développement durable dans la mesure de la performance dans vos sports, comme cela se fait dans certaines compétitions de voile où le score inclut empreinte carbone et vitesse? Moi, je pense que ce serait intéressant. Pardon, Marie. Non, non, vas-y, vas-y. Je pense que déjà, ce serait intéressant de l'aborder. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tout cas, nous, c'est absolument pas le cas. Sur le Tour mondial, ce qui est considéré pour choisir les étapes, c'est clairement, je pense, combien la ville met sur la table, à mon avis, pour l'étape. Nous, on s'est retrouvés des années à avoir deux fois des étapes au Brésil, euh, pas au même moment de l'année. Et en fait, quand tu es athlète, bah, encore une fois, tu es un pion. Donc je pense que ce serait intéressant que les organisations internationales type World Sailing ainsi que les fédérations, la France c'est quand même une grosse fédération qui est extrêmement puissante sur le sujet de la voile à travers le monde, qui puissent faire pression, faire du lobbying pour imposer à ces tours mondiaux de prendre en considération les questions environnementales. Attention au greenwashing. Aujourd'hui, on est sur quand même nous sur un tour qui dit bah voilà j'arrête les mini bouteilles plastiques, je fais des médailles en plastique recyclé, mais par contre j'augmente mon nombre de compétitions en quatre coins du monde par deux, donc un impact environnemental qui est multiplié par deux, mais par contre, ils vont afficher du vert. Donc je pense que c'est intéressant qu'il y ait une sorte de charte ou quelque chose qui soit imposé et que les organisateurs puissent considérer dans leur choix un peu plus, que ce soit un peu plus éthique et un peu plus éco-responsable. Là où nous, athlètes, en fait, encore une fois, j'ai l'impression qu'on est vraiment des pions, quoi. Ouais, pour l'instant, c'est pas du tout un sujet, hein. Mais c'est vrai que je pense que ça serait plus cohérent sur tous les plans, que ce soit du point de vue environnemental, que ce soit du point de vue organisationnel, financier, parce qu'effectivement, voilà, moi, j'ai fait le choix des études, je me suis pas lancée sur le tour mondial, notamment pour ces raisons, parce que voilà, c'est quand même, faut être soit un petit peu privilégié de naissance pour pouvoir faire ces compétitions, soit voilà, avoir la chance d'avoir un sponsor, mais c'est vraiment quand même assez rare, qui permettent de financer ces compétitions-là. Et voilà, la plupart du temps, ça reste quand même réservé à une élite aussi financière malgré tout. Et je pense que c'est important de le rappeler et de déconstruire aussi un peu ce mythe de l'égalité du sport, etc. On est tous sur une ligne de départ. Non. Et voilà, donc même d'un point de vue individuel pour les athlètes, je pense que ça serait aussi beaucoup plus cohérent, beaucoup plus. Et puis d'un point de vue environnemental, évidemment. Mais il commence à y avoir, enfin, il y a des propositions, il y a des études qui sont faites, il y a des bureaux d'études qui travaillent là-dessus. Après, ben, voilà, l'idée, ça serait de pouvoir intégrer leurs suggestions au niveau de ces organisations-là et de pouvoir effectivement faire du lobbying, que ce soit les fédérations et nous aussi en tant qu'athlètes, on a un rôle évidemment, mais c'est pas individuellement qu'on arrivera à peser malheureusement. Peut-être une précision également, c'est que tant que certaines disciplines resteront des disciplines olympiques, ça fige aussi énormément. Faut pas oublier. Enfin, je pense que euh, ce qui est attendu des athlètes, et on l'a vu, et ces jeux l'ont très bien montré, finalement, Tony Estanguet a dit en discours de clôture des Jeux Olympiques et Paralympiques, la France avait rendez-vous avec son histoire. Euh, et pour moi, cette phrase, elle est tellement explicite dans finalement ce que les Jeux représentent aujourd'hui et dans le caractère politique qu'ont les Jeux et encore une fois les athlètes. Et pendant très longtemps, on a dit que le sport, c'était c'est la guerre dans un monde en paix. Alors bon, notre monde n'est plus trop en paix. Mais en fait, cette question-là de l'obsession des médailles et du tableau des médailles et à quelle place est la France, tant qu'on restera obsédé par ça, de toute manière, on cherchera toujours à continuer à avoir cette performance-là. Et je pense que ce qui est intéressant d'analyser, c'est en quoi le sport aujourd'hui incarne à plein d'égards, en tout cas le sport de haut niveau incarne à plein d'égards le modèle économique dans lequel on est et qui promeut la croissance et l'absence de limites. On nommait complètement les limites planétaires dans nos modèles productivistes. Le sport a depuis toujours été un petit peu, d'ailleurs c'est né, le sport tel qu'on moderne, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est né avec la révolution industrielle. Donc on est né globalement avec ce modèle, ce développement économique-là. Et c'est très lié et je pense que justement et avant toute chose, il y a vraiment un renversement philosophique et symbolique de ce que devrait être le sport et les sportifs
au regard de leur performance. Et pour le moment, c'est vrai qu'on n'y arrive pas d'un point de vue économique et cette question de la performance sportive reste le point principal qui guide tous les financements d'ailleurs sportifs. Bah, Par après, rapport on à a ce que quand tu même la dis, chance. Ah, Pardon. pardon. Vas-y, vas-y, Je Marie. t'en prie. Bah, on a la chance de faire des sports qui ne nécessitent pas forcément de faire de la compétition. Enfin, le surf à la base, c'est pas du tout un sport de compétition, la voile non plus, je pense. Et en fait, c'est pas comme une partie de foot ou de tennis où il faut un vainqueur à la fin, pas du tout. C'est avant tout, voilà, enfin, le surf, ça a quand même des origines spirituelles, etc. Et enfin, je veux dire, on affronte que nous-mêmes face à la vague, hein, et personne d'autre. Donc voilà. Et c'est le choix aussi de pas mal de sportifs aussi après une carrière qui permet d'avoir plus de visibilité qu'autre chose, de revenir vers d'autres valeurs aussi que véhicule le surf. Et enfin, aujourd'hui, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Le surf, c'est un prétexte pour parler d'autres sujets de société, environnementaux, etc. Et, et voilà, c'est ce qu'on appelle aussi le free surf. Il y a le surf de compétition, certes, mais c'est vraiment qu'une partie du surf. Et après, tout le reste, ben voilà, il y a tout le reste qui est avant tout une aventure humaine. Et je pense que c'est la même chose pour la voile. Oui, certes, il y a la voile en compétition, vous avez confirmé. Et ben après, il y a tout le reste, tous les autres usages de la voile. Et je pense que c'est important aussi de décentrer, de passer de la compétition à aussi peut-être la coopération, etc. Et tous ces sujets un peu philosophiques, effectivement, qui sont à questionner, quoi. Est-ce que ça a vraiment du sens, effectivement alors certes, enfin moi, je suis un peu compétitrice, hein, j'aime bien ça, etc. Je pense que ça permet aussi de faire communauté, de progresser, de découvrir de nouveaux endroits, enfin, etc. Mais de tout miser là-dessus et de se restreindre à la compétition dans des sports comme ça qui sont enfin, avant tout des passions, qui sont avant tout enfin, des moyens d'être dehors, etc. Et des modes de vie aussi qui se basent voilà, sur... Nous, on organise nos journées en fonction de la méthode dehors, quoi. Donc, voilà, c'est quand même très différent d'un sport uniquement de compétition, quoi. Et ça, je pense que c'est important aussi de le rappeler. Ne pas limiter ça à la compétition. Mhm. Bah, du coup, ouais, par rapport à ce que tu dis, je pense que c'est quelque chose qui a été un petit peu oublié aussi dans la voile. Enfin, les débuts des compétitions de voile, c'était des courses entre copains et ils partaient faire un petit tour et puis c'était leur course comme ça. Et c'était très bien. Enfin, il n'y avait pas cette recherche de, comme tu disais un peu, Clotilde, c'est cette course à la technocratie, à avoir le bateau le plus performant. Et aujourd'hui, dans la course au large, la limite, elle n'est plus technique parce qu'on peut continuer à avancer, continuer à avoir des prouesses technologiques incroyables. Mais la limite, elle devient humaine. L'humain qui est à l'intérieur du bateau, il résiste plus, en fait. Les bateaux vont trop vite, il y a des chocs permanents, beaucoup de blessures très graves. Et, alors oui, les tours du monde sont beaucoup plus intéressants et beaucoup plus techniques parce que les bateaux vont hyper vite et c'est incroyable. Mais la personne à l'intérieur, elle subit bien plus qu'avant. Euh, Elle sort plus de son bateau. Enfin, il y a vraiment cette image du skipper qui est à l'intérieur de son voilier et qui sort jamais et qui regarde ses voiles et qui attend que les choses un peu se passent et qui subit à l'intérieur de son bateau, qui est sur son PC et qui fait des routages pour essayer d'être le plus rapide tout le temps, mais qui est plus du tout sur un plaisir de la navigation. Enfin, de juste pouvoir observer la mer et d'être là à rester vigilant et admirer et avoir bah, cette relation de confiance avec notre sport et notre voilier, quoi. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on perd beaucoup. Et effectivement, je pense que quand tu parles de schéma économique aussi, enfin, ça le représente vachement bien. On est sur maintenant des bateaux très performants. T'as pas l'argent, bah, t'as pas un bateau performant. T'es pas un homme, bah, t'as pas d'argent. Et au-delà de ça, bah, tu défends l'environnement, bah, t'as encore moins d'argent derrière et du coup, moins de sponsors et c'est moins de visibilité, moins de participation de course et on t'éteint un peu comme ça, quoi. Et c'est terrible, en fait, de se dire que c'est un schéma économique et politique, finalement, qui régit mon sport aujourd'hui et plus le sportif en lui-même qui est sur le bateau, quoi. Il est 20h02, on va pas, le temps est passé vite. Je voudrais qu'on finisse sur une petite note positive. En tout cas, de se remettre un peu d'énergie vers le haut avant de se quitter. Très rapidement, une double question pour toutes les trois. À la fois une question de Florent. Y a-t-il possibilité de rejoindre vos actions ou de vous aider ou de vous soutenir? J'alimente un peu sa question. Ma première question. Et la deuxième, on parle des voix de l'océan. Qui sont, qui est la voix, ou plusieurs, si vous en avez, là je vous laisse décider, des voix de l'océan qui vous inspirent et vous montrent la voie et vous aident à avancer.
Moi, je dirais qu'il y a toutes ces femmes hyper courageuses que je connais pas personnellement, mais que je suis. Tu vois, tu parlais de Sea Shepherd, donc la directrice, la Lemla Semlali, qui en ce moment se bat pour essayer de libérer Paul Watson et en même temps de lutter contre la pêche, enfin contre le massacre des baleines. Il y a Claire Nouvian de Bloom qui, pareil, enfin, j'ai l'impression que c'est une femme extrêmement courageuse qui se bat pour la protection des océans. Et puis je pense qu'il y a tous ces femmes scientifiques, océanographes, qui font partie du GIEC, de l'IPBES, dont on parle pas trop, mais qui, je pense, ont un rôle extrêmement important pour nous aider à faire connaître ce qui se passe et donner l'alerte. Voilà. Et la question d'avant, pardon. Euh, S'il y a possibilité de vous aider, de rejoindre vos actions, ou voilà. Moi, comme ça, hyper naïvement, je dirais que c'est de commencer en fait par parler autour de soi de ces deux sujets qui nous réunissent ce soir sur les questions environnementales et les femmes dans le sport. Et voilà, moi, je pense qu'il y a enfin, l'impact qu'on peut avoir à titre individuel en essayant de mobiliser du monde autour de nous, il peut être assez important. Et puis après, ça peut être de rejoindre des associations. Voilà. Moi, je pense qu'en tout cas, ce qui peut m'aider le plus, c'est juste s'il y a d'autres hommes et femmes qui prennent conscience de ces deux sujets-là, quoi. Voilà. Ah, vas-y, tu veux y aller? Alors, j'ai un problème de son. Ça va, c'est la fin. Vous m'entendez? Ouais. Ouais. Oui, bah, pareil, un peu bah, toutes ces femmes qui s'engagent et même bah, des hommes du coup qui se sont engagés comme Stan Turet, forcément cité, et qui pour autant est un bel exemple dans la course au large et puis dans la préservation des océans. Et donc il fait partie des gens que je suis beaucoup et qui m'inspire un peu aussi dans ma démarche environnementale. Et sinon, je suis pas mal de projets bah, de gens qui s'engagent pour la préservation des océans globalement, ou des gens qui sont peu connus, comme tu parlais un peu de biologistes aussi, ou de scientifiques qui s'engagent pour la mer. Et sinon, effectivement, bah, comme tu dis, Flora, enfin, c'est de sensibiliser autour de soi et de pouvoir en parler. Et je pense que bah, du coup, je sais pas s'il y a d'autres sportifs aussi qui nous écoutent ce soir, mais de ne pas avoir peur et te dire que certes, il y a un impact un peu politique derrière ce message-là, mais qu'il ne faut pas avoir peur d'en parler, que pour autant, bah, je pense que nous trois, même si ça peut avoir des impacts sur notre pratique, ça ne nous empêche pas de pouvoir continuer à faire notre sport et que du coup, c'est important de pouvoir en parler et de prendre la parole sans avoir peur aussi de le faire. C'est super marrant, tu viens de citer Stan Murray et moi je citerai sa copine. Bah, justement, enfin, j'ai pu rencontrer notamment au sein des Women for Sea des filles super inspirantes et qui viennent de milieux hyper différents et notamment MK du coup qui est enfin voilà, une navigatrice, biologiste marine, musicienne, qui enregistre sur des enregistrements de baleines, etc. Enfin, elle fait un travail Mm. magnifique. Des filles hyper inspirantes. Lucie Francini aussi, qui est une réalisatrice, vidéaste, qui m'accompagne sur quelques projets vidéo assez engagés. Et voilà, tous ces profils un peu divers. Et Alicia Sanson aussi, sur lequel on travaille sur un projet ensemble. Et on partage des valeurs communes et c'était du bien. Et aussi, ben voilà, une surfeuse Trailsun qui était voilà une pionnière dans cette discipline en surf et qui, je pense, reflète aussi un peu bah, l'esprit du surf qui était un esprit de partage, d'humilité aussi, de convivialité et qui montrait que voilà, ça se résumait pas du tout à la compétition, mais justement bah, au partage, l'entraide et de toute façon, c'est que comme ça qu'on y arrivera. Donc voilà. Trop bien. On va Mesdames, merci beaucoup. Merci à tous et tous qui nous avaient écoutés. Merci aussi Louise Océane pour toute l'organisation, également les Women for Sea en général, qui avaient rendu ça possible. Et puis on a fini pour aujourd'hui. Ça sera disponible en ligne. Et je ne sais pas, est-ce qu'il y a peut-être un autre mot à ajouter, Louise Océane? Je sais Non, pas. mais voilà, là, on a mis un peu les noms Instagram un peu de toutes les participantes de Vent debout, de Women for Sea, si vous voulez un peu suivre les aventures de chacune. Et puis, en effet, si vous êtes intéressé par les autres épisodes des Voix de l'Océan, ils sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc, il suffit de taper Women for Sea, les Voix de l'Océan, vous allez les trouver. Et voilà, merci à tout le monde d'avoir participé. Merci aux filles pour vos témoignages.
et c'est chouette de pouvoir regrouper un peu des parcours et des sports différents. Et merci Clotilde d'avoir animé ça et d'avoir répondu présente. Merci à vous toutes pour ce temps d'échange et cet espace de partage. Et puis, Bonne soirée. c'est aussi chouette de partager ce moment avec des filles aussi inspirantes. J'aurais pu vous citer dans mes inspirations. Merci, merci beaucoup.